Daniel Paguet-Sorail, vous êtes président de la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes. Nous vous écoutons. Merci au Conseil national de l'ordre de m'avoir invité pour cet après-midi. Alors moi j'aborderai peut-être le problème sous un angle plus économique, puisque le cœur de métier d'un syndicat c'est de défendre ses adhérents en particulier, mais la profession en général. Donc je voudrais faire juste un petit constat sur l'évolution de la démographie. Il y a quelques années, on avait un numerus clausus en France qui nous donnait un certain nombre de professionnels chaque année. On peut imaginer que ce chiffre-là était calculé par les autorités en fonction des besoins de la population. On peut imaginer, je dis bien. Petit à petit, ce numerus clausus a été contourné par des diplômes européens essentiellement. Aujourd'hui, ça représente un chiffre relativement important. Et résultat des courses, quand on rencontre la DSS ou l'adresse, on nous dit « Oh là là, attention, l'évolution de la profession est dangereuse sur le plan démographique. Il y a beaucoup trop de kinés. » Alors même si on essaye de prouver le contraire, puisque les gens ont quand même des difficultés d'accès aux soins, puisque ce matin encore, avec Mickaël, nous étions auditionnés pour voir comment on pouvait améliorer le service d'accès aux soins. Ce qui veut bien dire qu'il y a des problèmes d'accès. On en est là. Donc on nous dit qu'il y a trop de kinés. Et attention, l'assurance maladie, ces dernières années, voit les dépenses de kinésithérapie augmenter de façon exponentielle et elle ne pourra pas continuer à aller dans ce sens-là. Il va falloir trouver une solution. Alors, bien sûr, nous, on essaye de défendre la profession quand on est devant l'assurance maladie, mais on sait très bien que si le ministère donne des ordres à l'assurance maladie, il va se passer des choses. Donc, soit on laisse faire et il va nous arriver des petites bricoles, soit on essaye d'anticiper. Et aujourd'hui, je dois dire que moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que ce contournement du numerus clausus, même s'il a disparu, mais ça ne va pas changer grand-chose, va toujours dans le même sens, c'est-à-dire que les gens viennent chez nous. On l'a entendu, j'étais particulièrement content d'entendre ma consoeur de Roumanie dire qu'elle était très inquiète puisque les gens quittent son pays pour venir chez nous. Donc chez eux, il n'y en a pas assez, chez nous, il y en a trop. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est que tous les gens qui viennent chez nous sont quasiment automatiquement conventionnés. Ce qui veut dire que tous leurs soins sont remboursés. Alors, on a un système aujourd'hui avec un numerus clausus d'installation pour essayer de mieux répartir sur le territoire les professionnels. Ça ne changera pas l'arrivée des diplômes étrangers. Donc la solution, je ne sais pas où elle est. Je vais mettre les pieds dans le plat, être politiquement incorrect. Je me demande si à terme, il ne va pas falloir imaginer un numerus clausus de conventionnement au risque, si on ne fait rien, de déstabiliser la profession, parce qu'on sait très bien que si effectivement cette démographie continue à augmenter, même si nous on est persuadé qu'elle est nécessaire, puisqu'encore une fois, on voit bien que dans les territoires, les patients ont des difficultés pour trouver un kinésithérapeute, il va falloir trouver une solution, au risque sinon de se retrouver avec une baisse de la lettre clé, ce qui peut tout à fait arriver dans le cadre de l'objectif national des dépenses des assurances maladie. Si un comité d'alerte qui se met en place parce que les dépenses augmentent trop, c'est déjà arrivé par le passé, on peut très bien se retrouver un matin avec un prix de séance, puisque la lettre clé donne le prix de la séance, qui est déjà très très bas, risque de baisser du jour au lendemain. Et je ne souhaite pas voir ma profession être confrontée au même problème aujourd'hui que par exemple les pharmaciens, dont on sait qu'une pharmacie ferme chaque jour en France. Plus de 300 pharmacies ont fermé pour des raisons plus économiques que pour des départs à la retraite non repris. Donc voilà mon constat, je trouve on est vraiment devant un danger pour la profession. On essaye de se battre pour améliorer à la fois la partie salariée aussi, parce que c'est scandaleux aujourd'hui que des jeunes étudiants qui ont fait 5 ans d'études se retrouvent avec des offres d'emploi à des tarifs quasi au-dessus du SMIC, mais très peu. Et aussi au niveau des cabinets où on voit depuis 10 ans un plafonnement des revenus, voire une baisse ces dernières années. Donc on est sur une tendance dangereuse et bien sûr on a en face de nous au niveau des tutelles des gens qui depuis 20 ans ou 30 ans, alors je dis ça exprès parce que je ne fais pas de la politique en disant ça, au contraire, la politique de santé est la même depuis 20 ans ou 30 ans. Nous avons des gens qui ont un paradigme en tête, c'est de dire moins il y a de professionnels, moins il y a de dépenses. Donc attention à être tiré vers le bas.
J'ai entendu par des études communes en Europe qui, effectivement, je suis sûr, conviendraient à beaucoup de gens si ça s'arrêtait à Bac+3. Attention à des créations de professions qui tireraient la profession vers le bas. Donc je pense qu'il va falloir être très réactif et proposer des choses pour protéger les gens qui sont en exercice aujourd'hui, même si je sais que mon discours est sûrement difficile à entendre pour des jeunes étudiants qui sont en phase de formation et qui, s'il y avait un numerus clausus de conventionnement, se retrouveraient confrontés. Ceci dit, à quelque chose qui se fait dans la fonction territoriale au public, hein, puisqu'aujourd'hui, dans des conseils départementaux, par exemple les assistantes sociales ou les médecins de PMI, pour être titularisés, sont obligés, en plus de leur diplôme, de passer un concours. Bien, merci, Monsieur Pagay-Soraille. La parole à présent à Joël Béton, juste à côté de vous, président de l'UNACAM, Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes aveugles et malvoyants. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je vais parler de deux choses. La première, c'est évidemment, on parlait de l'Europe, donc pour dire que dans quasiment tous les pays européens et plus loin, quand je dis plus loin, c'est les États-Unis, Canada, il y a des kinés déficients visuels, hein, des non et malvoyants. Alors les formations sont un peu disparates. Nous, en France, on a des écoles, 4 écoles spécifiques pour personnes déficientes visuelles, non et malvoyantes. Mais il y a d'autres pays où on les intègre dans des formations tout à fait classiques. Bon, après, ça représente un nombre important de personnes déficientes visuelles qui exercent le métier de masseur-kinésithérapeute dans le monde. Alors ça, c'était pour poser un petit peu la chose. Et deuxième chose, c'est que en fait, j'en profite pour parler des soucis qu'on rencontre de plus en plus actuellement, les déficients visuels, les mal et non-voyants, plus les non-voyants, mais les malvoyants, ça dépend un peu du degré de vision. C'est que en tant que libéral, on doit utiliser un logiciel de gestion de cabinet. Malheureusement, actuellement, en étant non-voyant, moi, je n'ai qu'un seul logiciel qui fonctionne avec mes outils. Et ce fournisseur, hein, cet éditeur de logiciels, on ne sait pas demain s'il existera encore, parce que c'est un petit éditeur par rapport à des gros qui sont à côté. Ce qui fait qu'on nous oblige à télétransmettre, on nous oblige tout ça, mais derrière, on n'a pas les outils. Un seul, mais demain, je ne sais pas. Et donc, on a alerté le JE Sésame Vital qui donne l'agrément pour les éditeurs pour que soit prise en compte dans le développement du logiciel une certaine dans le développement, que ça soit pris en compte pour qu'on respecte des règles de programmation qui permettent à nos outils braille, vocal, voire grossissement de caractères, de pouvoir utiliser les logiciels comme tout le monde. Parce que nous, on est kiné, comme on dit toujours, à part entière, donc on fait le boulot comme tout le monde. On doit évidemment rendre des comptes comme tout le monde, et télétransmettre, et la carte vitale, etc. Et puis derrière, malheureusement, on se retrouve que si demain le seul logiciel que je peux utiliser, pour une raison X, Y, il disparaît, je ne sais pas comment je fais. Je ne peux plus télétransmettre, je ne peux plus utiliser la carte vitale de mon patient. Voilà. Donc ça, c'est une problématique, j'en parle là, parce qu'effectivement, même si on n'est que 2000 kinés déficients visuels en activité, c'est quand même pas négligeable. Et je lance comme ça en disant que peut-être la profession pourrait peut-être aussi nous aider à trouver des solutions. Ça peut être des solutions, ça peut être des contacts, ça peut être pour pouvoir arriver à qu'on ait des logiciels qu'on puisse utiliser comme tout le monde, sachant que il y a des règles maintenant européennes qui obligent les logiciels et le numérique à être accessibles pour les personnes handicapées en général, et dans ce cas-là, déficients visuels. Et puis, je rajouterais que la problématique ne s'arrête pas là, c'est que actuellement, à la PHP, il y a pas mal de kinés déficients visuels qui y travaillent, et ils ont changé le logiciel, et il n'est plus accessible par les outils qu'on utilise. Donc ça aussi, c'est un peu une aberration. Et aussi, les appareils de physiothérapie, aussi, qui sont de plus en plus tactiles, et rien n'est fait non plus pour que ça marche. Donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer à exercer.
Et parce que bon, moi, effectivement, dans quelques années, je serai à la retraite, mais ça va pas. Mais j'ai mes collègues qui sortent actuellement, qui sortent de promotion, qui vont sortir, etc. Et que, à cause de tout ça, s'ils ne peuvent pas exercer, ça serait vraiment un réel problème. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Christophe Dinet. Christophe Dinet, vous êtes le vice-président du CNKS, Collège national de la kinésithérapie salariée. Quelle réflexion vous inspire l'Europe de la physiothérapie? Alors, a priori, on est face à deux questions de fond. La première, et puis on l'a vu bien évidemment ce matin déjà et au cours de cet après-midi, la première est d'ordre démographique, puisqu'effectivement en France, avec notre système de numerus clausus, on est à peu près les seuls en Europe à avoir ce dispositif-là. Et le deuxième est lié d'ailleurs, et d'ordre sociologique, puisqu'on se retrouve avec une triple cohorte de professionnels, ceux qui sont formés dans les FMK français, les Français qui vont dans d'autres pays d'Europe et qui reviennent ensuite, et puis la troisième catégorie, des extranationaux qui viennent exercer chez nous. Donc finalement, ça correspond quand même, on peut voir ça de façon un peu différente, et on peut voir ça comme une richesse de ces gens qui vont avoir des parcours différents et venir exercer chez nous. Alors il y a sûrement effectivement des améliorations à apporter dans le dispositif, dans ces dispositifs, et les solutions ou les idées de solutions ont déjà été échangées dans cette salle aujourd'hui. Mais le CNKS souhaite avoir une vision plus globale de la situation de la kinésithérapie en France et envisager les choses d'un point de vue curriculaire avec autour du professionnel kiné, quelles que soient ses modalités d'exercice, en amont la présence d'un aide de rééducation, je dis bien de rééducation, et puis donc cette personne-là pourrait réaliser des gestes élémentaires et en aval s'emparer du nouveau domaine universitaire des sciences de la rééducation et de la réadaptation pour pouvoir mener le raisonnement jusqu'au bout du LMD, licence, master, doctorat, et pouvoir ainsi disposer de professionnels kinés qui soient des experts dans certains domaines de la rééducation et réadaptation. Voilà, donc l'idée c'est de à la fois ratisser large et creuser profond. Voilà, c'est le message que le CNKS essaie de diffuser depuis quelques décennies déjà. Merci. Pascal Gouilly, vous êtes le président du syndicat national des instituts de formation en kinésithérapie, en massokinésithérapie, directeur de l'IFMK de Nancy. Est-ce que vous aussi, vous voulez ratisser large et creuser profond? C'est embêtant de passer après Christophe parce qu'accessoirement, il est aussi directeur d'IFMK et on sent qu'il y a une certaine coloration derrière son propos. Alors, simplement, je commencerai par l'Europe. Vous avez dit que j'étais à Nancy, la Lorraine. On sait ce que c'est la valeur de l'Europe. Nous avons eu 3 guerres. Verdun, Gravelotte, etc. Moi, j'habite dans un pays qui, pendant 50 ans, a été allemand. Et grâce à l'Europe, ça fait quand même 75 ans qu'on n'a pas de guerre. Donc, rien que pour ça, c'est génial. Et je fais la relation sur le thème d'aujourd'hui, de fait. Je fais la relation avec aujourd'hui par rapport aux propos de Madame la ministre, c'était en 1987, Madame Barzac, qui nous disait, présentant à des kinésithérapeutes l'Europe, en disant... il allait y avoir beaucoup de bénéfices pour la France, certains risques pour certaines professions, et on en faisait partie, et on est en plein dedans. Pascal Mathieu nous le rappelait en introduction ce matin. Alors, par rapport à l'enseignement, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est difficile de passer après Christophe, parce que tu as tout dit, intellectuellement, on peut réfléchir à la notion de quota, à savoir qu'il y a une vraie problématique. Rémi Gasser nous le disait ce matin, je viens également de la région Grand Est, puisqu'on traite ça avec les 3 instituts. Il y a beaucoup plus d'étudiants français
qui sont formés en Allemagne ou au Luxembourg qu'en France, pour des raisons multiples et variées. Tout à l'heure, Adrien va nous parler de la filière d'admission. Ça peut être des raisons financières, ce qui n'est pas du tout le cas dans le Grand Est, puis c'est exactement l'inverse. Tous les instituts périphériques Allemagne, luxembourgeois sont payants. Tous les Français sont gratuits. C'est l'originalité. Je crois qu'il n'y a que dans le Grand Est qu'on a ça. On espère que notre conseil régional n'ira pas en Normandie se promener, mais bon, ça à suivre. Donc, les quotas, on peut réfléchir éventuellement à les augmenter. Cependant, est-ce que ça réglera quelque chose? La notion du LMD, tu en as parlé, Nicolas, tout à l'heure. Nous n'avons ni le L, ni le M, ni le D. On va dire on n'est pas loin d'avoir le M, et il y a clairement des choses ont avancé dans le D, même si on sait que ce ne sera pas uniquement pour les kinésithérapeutes. C'est une notion qui peut nous faire avancer. Et puis, il y a la notion de recherche. Notre ingénierie permet d'optimiser la recherche. On a cité également les échanges à travers l'Europe de nos étudiants. C'est quelque chose vraisemblablement à développer aussi, et c'est toute la richesse de l'Europe. Et puis, alors peut-être pour aller dans le sens, c'est vrai qu'on a très peu parlé aujourd'hui de cette nature qu'horreur du vide, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'accès partiel aux soins et le risque incontestable que nous ayons des professionnels de l'étranger qui viennent chez nous parce que nous n'avons pas de métier équivalent. Et je vais dans le même sens. Alors simplement aide rééducation, aide kiné, moi je serais plutôt pour militer aide kiné, de manière à remplir certains manques actuellement et laisser en effet à d'autres professionnels d'aller un petit peu plus loin. Bien. Vous avez parlé au début de votre intervention de Michel Barzac, donc un temps que Adrien Thomas n'a pas connu. Adrien est président. Je n'ai pas dit qu'il ne connaissait pas Michel Barzac, j'ai dit qu'il n'avait pas connu probablement Michel Barzac, ministre. Fédération nationale des étudiants en kiné, Adrien. Bonjour à tous. Donc je vais revenir sur un point qu'on a abordé un petit peu tout au long de la journée, et on l'a même vu dans les témoignages, c'est les étudiants français qui partent faire leurs études à l'étranger, notamment à cause du concours de la PACES. Donc actuellement, pour rentrer en kinésithérapie, il y a 3 voies d'accès, dont la PACES, la première année commune aux études de santé, est la voie majoritaire, ainsi que des voies par STAPS ou biologie, enfin, Sciences pour la santé. Donc ça, c'est le modèle actuel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a une réforme de l'entrée dans les études de santé qui est en cours. On en a parlé tout à l'heure. Donc déjà, pour vous rassurer, parce qu'on voit beaucoup de fausses informations circuler sur les réseaux sociaux, les kinés sont inclus dans cette réforme, bien que nous ne soyons pas dans le même texte que les filières médicales, car nous ne sommes pas dépendants de la loi santé. Donc ça, c'est déjà une chose, nous sommes inclus à cette réforme. Et cette réforme, elle a plusieurs objectifs. L'annonce de Monsieur le Président de la République a été la suppression du numerus clausus. Donc la suppression du numerus clausus, c'est quelque chose qui revient depuis longtemps en France. Ça ne veut pas dire suppression de la sélection, mais ça veut dire suppression d'un nombre imposé où on sait que ce nombre a posé problème au niveau de la démographie des professionnels de santé depuis qu'il a été mis en place. Donc le numerus clausus va être supprimé. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir former un nombre illimité de masseurs kinésithérapeutes, mais ça laisse entrevoir des possibilités d'augmentation du nombre de kinés formés en France. Ensuite, au niveau de la sélection, la PACES sélectionnait majoritairement sur des profils de baccalauréat scientifique, mention bien ou très bien, et le gouvernement a volonté de diversifier les profils et de décloisonner les parcours de formation. Et donc du coup, pour résumer assez simplement la réforme, parce qu'on pourrait y passer des heures, la réforme consiste en la suppression de la PACES et en la mise en place de plusieurs voies d'accès qui seraient des licences, soit qu'on appellerait le portail santé, donc une licence à majorité d'enseignement en santé, soit des licences mineures santé, donc à majorité d'enseignement autres, comme par exemple des licences de droit, de philosophie, de sciences, de psychologie, etc., auxquelles on rajoute une minorité d'enseignement en santé. Donc ça, ce système-là permettrait de décloisonner un petit peu les parcours et de permettre une diversité des profils, et en plus avec une volonté de sélection plus humaine, avec des épreuves écrites, des épreuves orales, une prise en compte du profil de la personne, de son objectif professionnel, etc. Et ça, c'est toutes ces petites mesures additionnées, ça peut laisser penser que ça va peut-être faire en sorte que les bacheliers partiront moins vers l'étranger, parce que ça va peut-être diminuer la peur du concours, les gens se diront peut-être, bah voilà, si jamais j'arrive pas à rentrer dans la filière kinésithérapie, peut-être que je pourrais continuer à l'université dans un autre domaine qui me plaît, et ça, je pense, il faudra malheureusement attendre plusieurs années avant de voir le recul, ça peut être un élément de solution pour limiter la fuite des étudiants français vers l'étranger pour qu'ils reviennent en France après.
Voilà. Bien, merci. Où êtes-vous étudiant, Adrien? Vous êtes étudiant où? Et moi, je suis étudiant à Amiens, qui est une ville située entre Paris et Lille, dans les Hauts-de-France. Oui, on connaît Amiens. Mais vous n'avez jamais songé à aller vous former à l'étranger, vous? Pas du tout, non. Bien. Mais vous, pardon, Adrien, vous en connaissez? Enfin, vous avez discuté avec des gens de votre âge, des étudiants qui sont allés hors de nos frontières? Je connais, pas personnellement, mais je connais des histoires de personnes qui sont parties à l'étranger, que ce soit en Espagne et plutôt en Belgique, puisque les Hauts-de-France sont une région limitrophe à la Belgique, mais j'en connais pas particulièrement, j'en connais pas beaucoup, enfin même pas du tout directement, donc malheureusement j'ai pas de témoignages à partager à ce niveau-là. Merci Adrien. Michael Mulon, vous êtes le président du syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes. Alors votre constat et éventuellement vos propositions. Merci de me donner la parole aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler en effet d'Europe et je vais vous parler en effet des propositions des kinésithérapeutes. Alors propositions, il y en a eu un certain nombre qui ont été évoquées aujourd'hui, des propositions intéressantes, des propositions pour les études d'abord, hein, puisque pour les études on voit qu'on a une refondation de notre système estudiantin. Aujourd'hui, on a parlé quand même beaucoup d'hétérogénéité de la formation en Europe, avec des formations de très bon niveau et des formations de niveau, on va dire, un petit peu différents, avec des spécificités suivant les pays. Tout d'abord, il y a quand même une idée qui a été, que nous avons au SNMKR et qui a été reprise, que j'ai entendue plusieurs fois dans la journée, même si j'étais là plutôt en fin de matinée. C'était sur l'homogénéité de ces études. Alors, on a parlé d'avoir un diplôme commun sur plusieurs pays. Moi, je retiens pour l'instant une faisabilité d'avoir un socle commun qui nous permettrait déjà d'avoir une homogénéité sur un socle de base et ensuite sur lequel on pourrait construire justement des études avec une homogénéisation européenne. Je n'ai pas choisi le mot le plus facile à dire, hein, désolé. Donc vraiment avec quelque chose où on pourrait construire. Mais dans un premier temps, il semble qu'un socle commun d'études en kinésithérapie ou en physiothérapie ou en physicothérapie pourrait être un modèle pas inintéressant en Europe sur le modèle de ce qui a été fait dans le cadre du processus de Bologne avec le système LMD. Donc sur les études, là sur les études, on est sur un modèle européen. On voit aujourd'hui que le modèle européen donc, est complexe avec des commissions d'autorisation d'exercice où on voit la difficulté de mise en place de ces commissions, à plus forte raison depuis la réforme des études en kinésithérapie où on a entendu ce matin qu'on avait des solutions pour 2021. La question quand même, c'est qu'est-ce qui se passe entre aujourd'hui et 2021 ? Bon, après, j'ai des questions aussi, hein, je n'ai pas que des solutions. On m'a dit d'amener des solutions, j'en ai quelques-unes. Alors on en a parlé à l'instant, mais j'en ai peu entendu parler aujourd'hui, c'est d'exercice partiel. Il y a eu une directive européenne sur l'exercice partiel en kinésithérapie. Alors, étonnant quand même de voir que la santé ne fait pas partie des compétences européennes, mais on voit bien qu'on a des directives qui s'appliquent à la santé. Donc là aussi, quid de l'exercice partiel? Aujourd'hui, en France, à ma connaissance, il n'y a pas d'exercice partiel. Peut-être doit-on y réfléchir sur comment organiser la profession pour que nous l'organisions plutôt qu'on nous l'organise. Et je pense que c'est la réflexion qu'on a eue sur les aides kinésithérapeutes, une réflexion collective. Alors après, ça doit se réfléchir, ça doit se penser, ça doit se structurer, mais à mon sens, ça peut s'organiser. Sur le terrain et au quotidien, puisqu'on est des kinésithérapeutes de terrain, tous, au quotidien, moi je dis bienvenue aux masseurs kinésithérapeutes européens. Bienvenue aux masseurs kinésithérapeutes européens, parce qu'on a vu que dans les établissements, on avait un déficit de professionnels avec l'arrivée des kinésithérapeutes européens, que sur les territoires, on a plutôt un plein emploi pour tout le monde, notamment pour les Français, mais pour les Français qui ont fait leurs études en France, pour les Français qui ont fait leurs études en Europe, et pour les Européens qui viennent travailler en France. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de situation problématique par rapport à la démographie
aujourd'hui, en 2019. La question qui va se poser, c'est demain. La question qui va se poser, c'est demain. Mais est-ce que la kinésithérapie française de demain est la kinésithérapie d'aujourd'hui? Alors moi, ma réponse est non, clairement. Et je pense que la kinésithérapie va évoluer. On est parti d'un modèle biomédical curatif. On va vers un modèle qui se tourne également vers la prévention, qui se tourne également vers la santé publique. On va vers un modèle qui évolue et on va vers un modèle qui doit se construire. Nous, on a énormément de propositions là-dessus. On construit actuellement des projets, notamment avec l'Ordre, mais aussi avec la FNEC, mais aussi avec tous les partenaires qu'on peut avoir. On était ce matin sur, en effet, la réforme de santé, sur les mesures qui ont été proposées par le ministère. On voit qu'il y a des opportunités aujourd'hui. On m'a demandé de faire court, donc je vais faire court dans la mesure du possible. Une dernière chose dont on n'a pas trop parlé, c'est l'organisation européenne. Quid de l'organisation européenne de la kinésithérapie? Aujourd'hui, on sent qu'on veut l'orienter, on sent qu'on veut la structurer, mais il n'y a pas réellement d'organisation européenne de la kinésithérapie. Peut-être qu'une structure qui représente la totalité des professionnels, notamment les salariés, pourrait travailler pour représenter la France au niveau de l'organisation européenne de la kinésithérapie. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Et un dernier mot en guise de conclusion, et le reste du monde, parce qu'on a parlé d'Europe, mais globalement, il y a d'autres kinésithérapeutes, d'autres physiothérapeutes, d'autres modèles qui sont intéressants, des modèles qu'on connaît bien, comme le Canada, des modèles qu'on connaît aussi, avec lesquels on travaille, comme le Liban. Donc, il y a encore beaucoup de choses à construire. Construisons l'Europe de la kinésithérapie et demain le monde. Bon, alors l'année prochaine, il faut faire le monde de la kinésithérapie. Puis l'année d'après, le système solaire de la kinésithérapie. Alors, pardonnez-moi, avant de vous donner la parole, François Randazzo me fait signe qu'il est pris par le temps, si j'ai bien compris, François. Donc on revient vers vous. François Randazzo, donc président d'Alizé. Voilà, donc je vais être bref par nécessité, sous peine de rentrer à Nice à pied tout à l'heure. Donc mon intervention tout à l'heure aurait pu laisser penser que je suis opposé à la mobilité des kinésithérapeutes en Europe, ce qui n'est pas du tout le cas, étant moi-même le fruit de cette Europe. Je suis français, 50% espagnol, 50% italien, et j'ai fait mes études en Belgique. Donc, mes confrères ont déjà abordé pas mal de sujets. Il y a un sujet qui me tient à cœur. C'est aujourd'hui par rapport au système en fait de numerus clausus, qui même s'il va disparaître, ne va pas complètement disparaître en fait. Pour un bachelier espagnol, roumain ou d'un autre pays de l'Union européenne, c'est plus facile de devenir kinésithérapeute en France aujourd'hui que pour un bachelier français. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on se penche. Je n'ai pas de solution magique à vous sortir du chapeau, le droit européen étant assez complexe en la matière. Donc voilà, mais j'aimerais que dans les temps à venir, on puisse se réunir collectivement pour proposer une solution à ce sujet. Voilà, et je vous laisse et je pars en courant à l'aéroport. Merci François, merci beaucoup et bon retour. Michel Arnal, vice-président du Conseil national de l'Ordre. On vous entend Michel, allez-y. Allô? Oui. Eh bien, oui, l'Europe, c'est véritablement une Europe qui est en train de se construire. C'est ce que je retiens de tous les échanges qu'on a pu avoir au cours de la journée. Et sur le zoom de la physiothérapie et de notre profession, nous voyons bien qu'il y a effectivement d'énormes chantiers à imaginer, puisque nous avons d'une part des professionnels qui maintenant circulent sur le territoire entier européen, et ça c'est je dirais, c'est entre guillemets une maladie de jeunesse en fait. Maintenant, tous les jeunes, quel que soit le secteur, ont envie de circuler, ont envie de découvrir, ont envie de connaître. Donc, il nous faut bien sûr intégrer toutes ces données-là. Nous devons effectivement prendre la mesure de pourquoi notre pays est aussi attractif, puisque effectivement, nombre de professionnels, et ce que disait notre collègue roumaine ce matin,
ce qu'évoquait Daniel tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est triste de voir qu'il y a des flux qui vont aller détruire des ressources de la rééducation, on va dire au sens général, pour des populations qui ont contribué à la formation. Et là, véritablement, nous, au niveau ordinal, une de nos missions fondamentales, c'est d'essayer de comprendre et d'alerter les politiques, parce qu'en fait, je crois que l'ordre ou une entité n'importe laquelle ne peut rien faire toute seule. Il faut effectivement mettre en commun et sur cette problématique des flux, comprendre pourquoi, alerter les politiques et s'assurer qu'effectivement, au niveau européen, les messages arrivent, les messages sont intégrés, les messages sont compris, parce que c'est véritablement par là que nous arriverons à construire une homogénéisation, tu l'as dit, c'est pas facile, de la profession. En ce qui concerne la formation, on mesure bien que la formation, en ce qui concerne notre pays, est le niveau de formation le plus haut. Alors, Jean-François Dumal l'a dit tout à l'heure, il est hors de question, bien sûr, qu'on accepte de redescendre à un niveau Bac+3 pour homogénéiser les études. Donc, il y a une ligne de temps, bien sûr, qu'il convient d'intégrer et de travailler avec les institutions ordinales des autres pays à l'élaboration d'un socle qui permette d'homogénéiser la formation. En tous les cas, l'ordre, à ce jour, il a aussi, par rapport à la problématique des circulations des Européens, à gérer le quotidien, c'est-à-dire les accueillir, les professionnels. Donc, s'assurer qu'effectivement, ils sont autorisés à exercer sur le territoire français, c'est les CAE, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, où là, on a vu ce matin qu'il y avait un chantier à mener pour que ces CAE soient opérationnels et contribuent véritablement à donner des autorisations d'exercice qui soient, je dirais, là aussi homogènes. Et puis, s'assurer aussi de la maîtrise de la langue française. Et puis après, les accueillir, ces professionnels, parce qu'en fait, ils connaissent pas forcément la culture, et c'est aussi une des missions ordinales lorsque les conseils départementaux les reçoivent au moment des inscriptions. L'autre chose que sur les chantiers qui me semble moins intéressant, c'est ce qu'on évoquait au travers de la formation des étudiants et les partenariats qui sont je dirais, tissés avec les universités des différents pays européens, car c'est véritablement en ouvrant et en permettant justement les échanges que petit à petit, non seulement les connaissances, mais aussi les cultures, les pratiques vont s'homogénéiser sur le territoire européen. Voilà, moi, ce qu'il me semble important de signaler, qu'au niveau ordinal, bien sûr, on travaille sur les CAE, bien sûr, nous travaillons sur l'alerte au niveau des politiques dans le quotidien. Bien sûr, nous essayons de mener une sensibilisation au niveau européen. Et puis, Pascal, qui est présidente d'Eureka, contribue également à travailler sur, je dirais, tisser le lien avec l'ensemble des entités ordinales. Et puis, voilà, globalement, comment je vois les implications au niveau ordinal. Merci. Homogénéisation, quelqu'un d'autre le tente? Non, ça va. Bien. Alors, non, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez poser une question ou vous voulez me dire homogénéisation? Alors, je préférerais plutôt le terme d'harmonisation des formations, parce que, alors déjà, ça existe déjà, puisqu'il y a des associations qui s'en occupent bien au niveau de l'Europe. Peut-être bien que l'ordre est impliqué là-dedans aussi. Et puis il y a aussi la notion de benchmarking, lorsque les responsables d'enseignement ne restent pas les bras croisés dans leur coin. Généralement, ils ont tendance à aller voir ce qui se passe ailleurs. J'évoquais tout à l'heure le brassage de l'Europe, on est là aussi. Donc l'harmonisation existe déjà, il y a sûrement encore des progrès à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Hop, deuxième rang. Un micro vous arrive.
à la vitesse de l'éclair. Le voici. Nous vous écoutons. Bonsoir, Nabil El Hachem, je suis kinésithérapeute libéral et enseignant. Je suis issu de cette mobilité. Je suis d'origine libanaise, donc il y a 30 ans, j'ai fait tout le nécessaire pour avoir le diplôme français, mais il n'y avait pas les équivalences Europe. C'était un diplôme comme les Européens, un diplôme étranger. C'était très intéressant parce que j'étais obligé de faire toute la 3e année en kiné. Et c'est là qui est intéressant. J'ai réappris la façon française à être kiné, et ce n'est pas du tout la façon libanaise à l'époque. Donc un point essentiel, l'expérience canadienne, c'est que pour éviter toute cette masse à Montréal, ils étaient obligés, les étrangers, que ce soit les médecins, de travailler en dehors de Montréal pendant 3 ans et revenir. Est-ce qu'on peut faire ça en France? Travailler dans les déserts médicaux et revenir vers Paris, Nice ou autre. Une deuxième expérience. Est-ce que la mobilité européenne peut freiner nos ambitions? Une de nos ambitions en France, c'est l'accès direct. L'accès direct, c'est-à-dire prendre quelque chose qui était au médecin, entre guillemets, pour nous. Est-ce que les Européens qui n'ont pas le niveau peuvent diminuer nos ambitions en disant que, lors des médecins aux autres, attention, il y a un brassage de niveau et quelqu'un qui vient de l'étranger, que ce soit du Liban ou de l'Europe, il diminue le niveau, donc l'accès direct, on ne peut pas vous le donner. Donc ça, c'est le 3e point. On a le LMD en 2020 ou 2021 maximum, on a le DPT, doctorat en physiothérapie. Est-ce que quelqu'un qui vient de l'étranger, en Europe, qui a un doctorat en physiothérapie, est-ce qu'il est mieux vu par notre population? Ou moi, à peine, j'ai le je ne sais pas si je peux le prononcer, master. Donc, en gros, on a un problème qui va venir et on le sent. J'ai des assistants, je n'arrive pas à trouver des assistants français. Je cours pour trouver des assistants collaborateurs étrangers et j'ai de problèmes de niveau. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui? Étienne Panchou, président du 41, enseignant à Orléans. J'aime bien l'idée de l'harmonisation parce que c'est effectivement ce vers quoi il faut tendre très certainement. Par contre, on ne parle pas de la certification. C'est-à-dire qu'en fait, une formation, elle n'a de valeur que par son évaluation. Donc, si on veut harmoniser, il faut aussi harmoniser les évaluations et éventuellement la certification. Et le niveau, effectivement, alors c'est hyper ambitieux, c'est pas forcément simple, mais le niveau peut être européen est peut-être la bonne échelle parce que comme ça, on travaille une fois pour d'autres choses. Voilà. Et deuxième chose, on a un grade licence avec 3 ans d'études, un grade master qui est donc avec 5 ans d'études. Donc moi, personnellement, créer autre chose, je trouve ça un peu compliqué, un peu complexe dans une situation où on n'a déjà pas encore acquis réellement ce LMD. Et donc pour moi, mais c'est une proposition, j'ai l'impression que la simplicité, ça serait de se concentrer sur ce grade licence qui pourrait être le statut de technicien en physiothérapie ou d'aide kiné ou d'aide de rééducation, enfin peu importe le nom qu'on lui donne en fait. Et l'ingénieur en kinésithérapie, ce serait celui qui a un master. Puis après, on verrait ce qu'on pourrait faire. Voilà, si vous pouvez réagir à ça, ça m'intéresse. Alors, on ne fera pas réagir tout le monde, mais est-ce que l'un d'entre vous souhaite le faire? Eh bien, voilà. Pascal. On savait qu'Étienne, posant une question, on n'allait pas se presser pour y répondre. LMD s'axer sur le L, à première vue, on partirait pas trop dans ce sens-là, puisqu'on serait plutôt pour aide kiné, plutôt confère, aide-soignant, et pour essayer de garder cette formation au sein de la kinésithérapie. Mais ta réflexion est tout à fait bonne et intéresserait beaucoup les ministères, parce qu'il est clair que actuellement, et c'est pour ça que je suis kiné, donc j'ai mis à peu près 40 ans pour comprendre que j'étais mauvais en maths, 240 plus 60 égale 240, là c'est clair, net, hein, puisqu'actuellement on fait 5 ans d'études et on n'a pas de master, donc on est clair, mais 4 ans, on n'a pas de quoi avoir une licence, donc pour aller dans ton sens, oui, il faudrait réinventer quelque chose. J'ai envie de dire pourquoi pas, avec de sacrés risques à la clé, puisqu'on a bien compris ce matin qu'on pouvait niveler les choses par le bas, avec plein d'avantages pour tout le monde. Merci. Donc je ne vais pas dire la même chose.
peut-être le contraire. Donc je reviens à l'idée de l'aide de rééducation, puisqu'a priori on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Justement, je crois qu'il faut regarder les modèles existants, et comme Pascal évoquait aide-soignant, on sait que l'aide-soignant est quand même un peu frustré dans son exercice quotidien, puisqu'il est vraiment asservi à l'infirmière. C'est pour ça que je parlais d'aide de rééducation tout à l'heure, pour que ce soit une personne qui ait vraiment un champ d'action qui soit spécifique à lui et qui emprunte un certain nombre d'activités réalisées par cette profession de rééducation. Voilà l'idée de l'aide de rééducation. Bien, Nicolas, je crois, vous avez le micro. Oui, j'avais une question pour clarifier sur l'histoire du numerus clausus. J'avais compris que l'annonce de l'arrêt du numerus clausus s'appliquait aux professions de médecine odonto-pharma-maïotique. Est-ce que du coup, il est dans les cartons que ça disparaisse pour nous aussi, que ça devienne comme pour eux une capacité d'accueil? Et dans ces cas-là, avec qui serait négociée la capacité d'accueil? Alors, on va faire une réponse, je passe le micro juste après à Adrien. À la minute précise, nous ne sommes pas MMOP. Le premier trimestre de l'année 2019, on nous a un peu fait savoir, de manière pas toujours conviviale, qu'on n'avait rien à faire avec les MMOP. Mais le deuxième trimestre, on nous a fait savoir que finalement, on comprenait qu'on n'était pas vraiment des paramédicaux, donc on est entre les deux. Et en matière de numerus clausus à la minute précise, nous concernant, nous avons toujours des quotas dans les IFMK. Et je passe la parole immédiatement à Adrien. Donc effectivement, on ne peut pas vraiment parler de MMOP ni de MMOPK. Si on voulait vraiment représenter un petit peu cette espèce de statu quo qu'on a, on pourrait dire MMOP plus K. Ce serait assez représentatif du statut intermédiaire de notre profession pour le moment. Et puisqu'on est concerné par les quotas et le numerus clausus pour nous va aussi être, la suppression du numerus clausus pour les MMOP va aussi s'appliquer pour les cas, pour le plus K à côté, comme toutes les mesures de la réforme. Et donc du coup, au niveau des nouvelles capacités d'accueil qui vont être fixées, pour résumer un petit peu, elles vont être fixées d'un côté par les établissements, donc les IFMK, qui vont dire le nombre de personnes qu'elles peuvent former au maximum, donc elles vont définir leur capacité d'accueil, et d'un autre côté, il y aura l'ARS qui va définir les besoins professionnels de santé sur le territoire. Et il y a ces deux éléments qui rentrent en compte. Et il y a Pascal qui veut compléter. Et il y en a surtout un troisième. Dans des régions où le financement est assuré quasi exclusivement par le Conseil régional, ce qui est le cas du Grand Est, bien évidemment, c'est le Conseil régional qui va dire « nous, on finance tant de kinés ». Pour vous donner une idée, c'est un document, je crois, qui n'est pas secret, puisqu'il a été voté par les instances du Conseil régional Grand Est. Nous avons les quotas pour les 3 ans qui viennent, qui ne bougent pas. Ce qui veut dire clairement on forme moins de kinésithérapeutes que les instituts de kiné allemands et luxembourgeois autour de nous. Et donc, il faut introduire une autre logique, c'est la logique du financement. Enfin, pour finir, on a vu que le numerus clausus allait disparaître et être remplacé par un autre nombre, on va dire pas fixe, mais qui peut être amené à évoluer au fur et à mesure des années. Par contre, ce nombre ne sera jamais inférieur au numerus clausus et on ne verra pas le nombre de kinésithérapeutes formés diminuer dans nos IFMK, pour le moment. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment de voir ce nombre diminuer. Juste une petite question, puisque vous avez le micro, Adrien, on a beaucoup parlé des étudiants français qui vont se former à l'étranger. On sait pourquoi ils le font, pour contourner le fameux concours d'entrée, justement, visant à respecter les quotas d'entrée en institut de formation dont vous parlez, mais aussi en raison d'une formation très chère en France, jusqu'à 9 200 € annuels pendant 4 ans. Vous, c'est dans vos études, vous coûte dans cet ordre de prix? Alors moi, j'ai la chance d'être dans un IFMK qui est public à frais universitaires et en plus je suis boursier donc je paye 0 € par an. Zéro. Moi je paye pas du tout mes études parce que je suis boursier et pris en charge entièrement par la région dans tous les cas. Même si je payais pas 0, je payerais que les frais universitaires qui sont assez faibles. Mais effectivement on a une grande du coup inhomogénéité des frais de formation, hétérogénéité plutôt. Des grandes disparités. Donc, des grandes disparités où justement ça va des frais universitaires, donc 170 € par an, dans 8 IFMK, jusqu'à 9 300 €. Ça a augmenté dans l'Institut de formation d'Assas, qui est à Paris. Et on se retrouve avec une moyenne qui est pour les IFMK qui ne sont pas à frais universitaires, donc les 40 IFMK non frais universitaires, qui est une moyenne de 4 500 € par an.
Et donc du coup, avec tout, ça peut aller de... On a des frais universitaires, on a des instituts à environ 500 €, puis après ça monte, on en a 3 000, 4 000, 6 000, 9 000, 8 000, etc. Bien, merci. Nous en restons là pour cette table ronde. Messieurs, nous vous applaudissons et nous vous laissons regagner la salle.